Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Aurélie Trouvé. Bonjour, comment Bonjour, allez-vous? ça va et vous? Les soirées et les nuits sont longues en ce moment à l'Assemblée, hein? Tout à fait, voilà. Et en plus beaucoup de travail en commission également, voilà, pour préparer. Député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis. Il faut qu'on parle de ces pénuries de carburant qui se poursuivent. Je fais un petit topo, hein. Force ouvrière qui a rejoint la grève chez Total Energy, la CGT qui reconduit sa grève aujourd'hui, le gouvernement qui réquisitionne, on le sait, les salariés grévistes chez Esso, ExxonMobil et bientôt manifestement chez Total Energy. On a eu hier soir le président de la République qui a dit espérer un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine. Est-ce que vous aussi voyez une sortie de crise? Mais d'abord, la crise, elle est surtout aujourd'hui pour les gens qui n'arrivent pas à vivre correctement parce que les salaires sont trop bas, parce que les prix de l'énergie et de l'alimentation sont en train de flamber. On a un gouvernement qui fait le choix de ne pas toucher aux méga profits, notamment dans certains secteurs, l'énergie ou encore le transport maritime, et qui, à côté de ça, ne fait rien pour une augmentation des salaires, laisse des entreprises comme Total eh bien, avec des méga bénéfices sans partage de la valeur. Donc, c'est ça la crise aujourd'hui et elle ne sera pas prête de s'arrêter, j'ai envie de vous dire, tant que le gouvernement continuera cette politique ultralibérale et au service des plus riches et des grands actionnaires. L'État hausse le ton ce matin, malgré tout. Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, sur plusieurs antennes, qui demandent à Total d'augmenter les salaires. Voilà, c'est un devoir d'augmenter les salaires, nous dit Bruno Le Maire. Et il n'en fait pas suffisamment. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, d'ailleurs, dans un conflit qui est privé, enfin, entre une entreprise et ses salariés? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, le gouvernement? Bah attendez, c'est d'ailleurs grave qu'on en soit à se poser cette question-là. C'est-à-dire qu'on a un État qui est complètement, qui s'est rendu impuissant. C'est ça l'État néolibéral. C'est impuissant de manière volontaire face aux multinationales. Bien entendu, aujourd'hui, l'État pourrait agir. D'abord, nous portons, nous, à la NUPES, hein, une augmentation du SMIC réel à 1 600 € net, une augmentation générale des salaires par la convocation d'une conférence des salaires et de conférences annuelles d'ailleurs sur les salaires. Nous avons d'ailleurs plaidé dans la loi sur le pouvoir d'achat aussi pour que les autres revenus augmentent, notamment et bien plus et au-dessus de l'inflation, parce que c'est ça le problème, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a des augmentations des pensions de retraite, des minima sociaux et des salaires qui sont bien en dessous de l'augmentation des prix. Ça s'appelle une baisse des salaires réels en réalité, c'est-à-dire que si on prend en compte l'inflation, il y a cette année une baisse franche et nette Quel est des l'écart, salaires. Aurélie Trouvé? Je réfléchis, on est en dessous de Ouais. 6% sur l'inflation, dernier chiffre INSEE, on est à 5, 8 ou 6, Mmh, je crois. Et c'est tout ce qui est ça. minima sociaux, retraite, c'est 4,5, pardon, de Ouais. mémoire. Donc ça fait 1,1 de 1,5 points d'écart. Pour mettre des Mais c'est chiffres, hein, sur ce que beaucoup. vous dites. Mais oui, c'est beaucoup justement. Donc, quand on a que 4,5% sur les salaires, sur les retraites et 6% sur l'inflation, ça veut dire donc qu'il y a une baisse des pensions de retraite. De la même façon, les salaires sont estimés dans les enquêtes entreprises, hein. La hausse des salaires en 2022, l'estimation, c'est plus 3%, avec une inflation à plus Hmm. 6%. Ouais, sauf Croyez-moi que- que sauf quand qu'au on est au moment où les SMIC aujourd'hui, négociations ont été faites, c'était avant qu'on ait 6% d'inflation. Elle date d'il y a plusieurs mois. On n'était pas à 6 à l'époque d'inflation. Et il y a de nouvelles NAO, négociations annuelles alors, obligatoires, qui excusez-moi, s'ouvrent. au contraire, il y avait des prévisions d'inflation encore plus importantes. Bon, là, on en est à 6%. Alors, le problème en plus, je vais vous dire, hein, c'est que c'est plus 6% d'inflation, mais c'est beaucoup plus. En fait, en réalité, cette hausse des prix est beaucoup plus franche encore pour les classes, les gens les plus modestes. Pourquoi? Parce que la hausse des prix, elle est essentiellement Hmm. sur l'alimentation, plus 12%, sur l'énergie. Or, c'est dans les revenus des classes moyennes et précaires que la part prise par les dépenses de l'énergie et de Pèse le plus. l'alimentation est la plus importante. Ouais. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, c'est une inflation subie par les classes moyennes et précaires, une inflation encore plus importante que Ouais. ça. Donc, évidemment Maintenant, qu'une hausse ouais. des salaires moyennes de 3%, bah, ça ne va pas du tout, quoi. Voilà. Ouais. Après, le gouvernement vous rétorquerait, aurait trouvé qu'on a 10% d'inflation en zone euro. On a seulement, je mets des guillemets évidemment, 6% en France. L'écart vient du bouclier tarifaire, du gel, encore une fois, des ristournes à la pompe. On a moins d'inflation en France qu'ailleurs. Ce qui veut dire que, quand même, au prix d'ailleurs d'un bouclier qui coûte 45 milliards d'euros. Sauf que dans les autres pays, les salaires ont bien plus augmenté. Voilà.
donc dans les autres pays européens. Donc en fait, c'est pas le problème, il n'est pas seulement de l'inflation, il est comment suivent les salaires, comment Et suivent en les zone euro, minima si on sociaux, part de comment 10% suivent les d'inflation, pensions de retraite. 10% d'inflation en zone euro, alors je n'ai pas le chiffre, de combien augmentent les salaires en moyenne en zone euro, je ne sais pas si vous l'avez non plus d'ailleurs, mais il faudra voir ce différentiel finalement, entre ce qu'on a en France, Oui, entre la hausse des prix et les c'est ça salaires. qu'il faut regarder. Ouais. Et ensuite, je le dis aussi, c'est pas parce que des pays font pire qu'il faut s'aligner sur le pire. Non, mais en Donc, termes d'inflation, on est mieux loti en France grâce au bouclier que ce qu'on a, que ce qu'on alors, voit en le zone euro. bouclier, je vais en parler du bouclier parce que d'abord, il faut rappeler que ce bouclier tarifaire sur les tarifs de l'énergie, pas sur l'alimentation, il n'y a Oui, aucun bouclier sur oui, oui, l'alimentation, oui, oui. on a plus 12. Bon. Sur l'énergie, ce qui se passe effectivement, c'est qu'on a eu un plus 4%, alors que ça aurait pu être beaucoup plus encore. OK, mais déjà, c'est plus 4%, c'est fait à la fin 2021, alors qu'il y avait déjà eu une hausse très importante des prix de l'énergie. En réalité, on a une hausse à peu près de plus 60% des prix de l'énergie depuis 2002. Et ensuite, on a du coup plafonné, si vous voulez, mais déjà à un niveau très élevé. Ça, c'est la première chose, plus 4%. L'année prochaine, il est prévu plus 15%. C'est déjà terrible pour les ménages. Et ensuite, ça, c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir le tarif réglementé, le bouclier tarifaire. Mais en fait, il y a d'énormes trous dans la raquette. Et il y a d'abord, il y a les petites entreprises, les entreprises qui n'en bénéficient pas, les collectivités locales qui vont être étouffées par les factures d'énergie. Moi, dans ma circo, vous avez des communes qui ne pourront pas tenir avec des factures d'énergie qui sont déjà à x2, x3, x4. Voilà, et ça sera encore bien pire l'année prochaine. Et puis, vous savez aussi que les bailleurs sociaux et ceux qui sont dans les habitats collectifs, ne bénéficient pas non plus pour les charges collectives de ce bouclier tarifaire. Donc, j'ai envie de vous dire, en plus, ce bouclier tarifaire, il a d'énormes trous dans la raquette. Voilà. Bon, après, je reviens à Total Energy, parce que c'est l'information de la matinée, qui lâche un petit peu de lest, 6% d'augmentation pour ses salariés l'année prochaine, bonus exceptionnel d'un mois de salaire. Est-ce que ça va dans le bon sens? Alors, pardon, vous me dites sur les salaires? Total Energy qui a donné des gages à ses salariés, qui lâche un petit peu de mou, un petit peu de lest, avec une hausse de 6% pour l'année prochaine pour tous ses salariés et un bonus exceptionnel d'un mois de salaire. Encore une fois, voilà, est-ce que la CGT a quasiment obtenu gain de cause? Est-ce que ça va dans le bon sens? Alors Même déjà, si c'est tardif? heureusement qu'il y a, je le dis, heureusement qu'il y a des grèves pour obtenir ça. Parce qu'il n'y aurait pas eu de grève, il n'y aurait pas eu ça. Ensuite, ce que demandent les syndicats, c'est une hausse de 10% des salaires. Alors, je le dis là tout de suite, évidemment, ça veut dire une hausse des salaires au moins à la hauteur de l'inflation. Voilà. On y est. Et je le dis On y est pour aussi, le coup, parce là. qu'on a dit beaucoup, c'est des gens qui gagnent 4 000 euros, etc. J'ai vu les offres de recrutement à moins de 2 000 euros net pour des opérateurs de raffinerie. C'est des boulots ultra qualifiés, avec des conditions de travail délétères. C'est du dioxyde de soufre inhalé, du benzène, etc. C'est des gens qui travaillent en 3-8 le week-end, le soir, et on leur propose des hausses de salaire ridicules, alors que vous avez des profits Total qui explosent et un PDG qui s'est augmenté son salaire, qui est déjà de 6 millions d'euros par an, de 50%. Donc, croyez-moi que voilà, la demande qui est faite aujourd'hui de plus 10% n'a rien de déraisonnable. Qui est responsable, encore une fois, de ce chaos pour celles et ceux qui vont dans les stations-service dont vous faites peut-être partie? Il y a cette CGT, encore une fois, on passe tout le monde en revue, la CGT qui est considérée par certains comme très revendicative, avec sa grève préventive, peut-être à Total Energy qui tarde à réagir et qui demande à la CGT de cesser la grève avant de négocier, le gouvernement qui a un gros retard à l'allumage. Il y a des responsabilités partagées chez tout le monde? La première responsabilité, elle est celle du gouvernement. Voilà. C'est un gouvernement qui, pendant la loi pouvoir d'achat, a décidé que ne seraient pas augmentés les salaires et a préféré augmenter des primes, augmenter tout ce que vous voulez sauf les salaires. Voilà. Et les primes, vous savez, les primes, c'est complètement aléatoire, c'est qu'une toute petite partie des salariés. Donc, ils ont tout fait pour que ne soient pas augmentés les salaires alors qu'il y a une grosse inflation. Ils ont tout fait pour ne pas taxer les super profits. Donc aujourd'hui, les premiers responsables Au niveau de cette européen, des situation, décisions... c'est le gouvernement qui est impuissant face à des grands actionnaires et des multinationales qui font des super profits et qui ne redistribuent pas la valeur. Ça, c'est la première chose. La ristourne, juste, aurait trouvé la ristourne qui a été faite par Total Energy, les 30 centimes pendant 2 mois, plus les 10 centimes, c'est insuffisant pour vous? Nous, on l'a toujours dit, nous sommes pour bloquer le prix de l'essence à ce qu'il était
début 2021, je crois que c'était 1,40 €, voilà. C'est-à-dire en rester, bloquer les prix de l'essence Pour une à facture de ce combien? niveau-là. Pour une facture de combien pour les comptes de l'État? Alors, je l'ai pas là, je peux pas vous le, voilà, mais on l'a évidemment. Alors, c'est pas. Alors, attention, excusez-moi, de toute façon, pourquoi je ne vous le donne pas là? Tout simplement parce que nous pensons que ça n'est pas aux contribuables de payer ça. C'est à Total. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Total, aux grandes entreprises de l'énergie, aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'avoir des prix de l'essence à ce niveau-là. Avec la Donc, quand on ristourne bloque, gouvernement plus Total, on était… excusez-moi, Ouais. quand on bloque les prix, si vous voulez, c'est autre chose que de faire une ristourne payée par nous, les contribuables. Mm. Vous voyez, en fait, c'est une façon de raisonner complètement différente. On n'était pas loin, Aurélie Trouvé, entre la remise du gouvernement et la ristourne de Total Énergie. Dans beaucoup de stations, on était autour d'1,50 € et quelques. Hein. Avant les pénuries, avant tout ce qu'on vit depuis maintenant 15 jours. Oui, bah, vous voyez que c'est plus du tout le cas. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est un État puissant et qui agit sur ces multinationales. Et pas qu'on en reste au bon vouloir de Total ou d'Exxon, etc. Donc, aujourd'hui, ce que fait le gouvernement, c'est de dire, ah, s'il vous plaît, Total, Exxon, etc., veuillez bien baisser les prix, veuillez bien partager les profits. Non, nous, ce que l'on dit, c'est que l'État doit représenter l'intérêt général et à un moment dire stop. Il y a des super profits qui sont indécents. Total s'est versé a versé 3 milliards d'euros encore de bénéfices de dividendes à ses actionnaires. Elle fait des profits absolument records. Hein, c'est x2 à peu près pour les marges des entreprises de l'énergie et du transport maritime par rapport à l'année dernière. Donc, ces profits indécents, il faut qu'ils puissent être redistribués. Et un État puissant au service de l'intérêt général, eh bien, à un moment donné, il agit et il bloque les prix. Et il ne dit pas aux contribuables, en fait, parce que vous voyez bien, quand il y a une ristourne, en fait, c'est le contribuable qui vient payer la ristourne en réalité. Donc, c'est à peu près les mêmes qui payent. Nous disons que c'est les multinationales qui doivent mettre, et donc leurs grands actionnaires qui doivent mettre la main à la poche. C'est pas possible d'avoir des versements de dividendes toujours aussi grands et qui augmentent de plus en plus, alors que eh bien, les salaires n'augmentent pas, alors que eh bien, il n'y a pas de mise à contribution de ces multinationales aussi pour le budget général. Vous comprenez, on y trouvait la colère, le désarroi des automobilistes qui ne trouvent pas d'essence, qui mettent des heures, un week-end entier pour trouver 10 litres, 20 litres et qui en veulent aussi, peut-être aussi à la CGT de bloquer le pays, alors que manifestement, ils obtiennent, aujourd'hui Total lâche effectivement 6% d'augmentation de salaire. L'inflation, on y est, plus un bonus d'1 mois. Une prime. Bien sûr, et d'ailleurs, dans notre communiqué de la France Insoumise NUPES, avant-hier, nous disons bien que eh bien, nous sommes aussi aux côtés de tous ceux qui souffrent de cette situation et que les premiers responsables de cette situation, c'est le gouvernement. D'ailleurs, au moment où le gouvernement a annoncé quelque chose qui est absolument inacceptable pour les représentants de salariés, qui est la réquisition du personnel, qui est une atteinte extrêmement grave au droit de grève, eh bien, ce qui a suivi juste après, c'est le fait que d'autres syndicats ont rejoint la CGT. C'est aujourd'hui une grève qui s'étend au nucléaire, à la chimie, aux stations-service, ça gronde à la SNCF. Voilà le résultat de la politique du gouvernement qui est une politique du chaos. Donc le retour à la normale dans les stations essence attendu par le président de la République la semaine prochaine, vous n'y croyez pas? Parce que c'est pas lui. Il faut qu'il comprenne, hein, le président de la République, qu'en fait, plus ils renforceront cette politique néolibérale, donc moins ils agiront sur les profits des multinationales, plus ils feront du 49.3 et des actions autoritaires, et plus eh bien, il y aura de mobilisation face à eux. Et aujourd'hui, cette mobilisation est vraiment en train de prendre. Et je dois dire une chose, hein, il y a la marche, vous avez vu qu'il y a la marche dimanche. Oui, hein, contre la vie chère. Ils ne veulent pas faire le 49.3 avant, mais moi je le dis, hein, c'est que la marche, si elle est vraiment réussie, alors oui, ce sera une marche supplémentaire vers d'autres mobilisations. La taxation exceptionnelle d'ailleurs de Total Énergie. Soit dit en passant, intéressant, vous parlez des profits des multinationales, Aurélie Trouvé, mais vous savez que 80% de ces profits ne sont pas réalisés en France. On a tendance à… Alors oui, je réponds. Alors je vous réponds là-dessus. C'est pas des profits qui sont réalisés. Parce qu'évidemment, les grands patrons, j'étais en débat face à des grands patrons qui me disent ça. D'accord, mais c'est la même entreprise, hein, Total par exemple, et c'est les mêmes actionnaires. Donc les profits qui sont faits à l'étranger par des activités à l'étranger, elles vont toujours dans les poches des mêmes actionnaires. Donc il n'y a pas de raison. Mais il y a de l'impôt qui est payé à l'étranger
sur ces profits-là, dans ces pays où sont réalisés ces profits? Enfin, il n'empêche que Total a fait des profits absolument records 10 avec milliards au 18 premier semestre. milliards d'euros. Ouais, oui, mais c'est ça qui importe, c'est quels profits ont été engrangés par Total, qu'est-ce qui est versé aux actionnaires et le non-partage de la valeur. Aujourd'hui, il y a des méga bénéfices de Total ou de la CMA, CGM dans le transport maritime qui ne sont pas, qui vont essentiellement vers les grands actionnaires et vers le capital. Aujourd'hui, ouais. on a besoin de reverser vers les salaires et vers l'investissement et vers les impôts pour l'État qui en a franchement besoin. Bruno Le Maire nous dit que taxer une surtaxation des super profits exceptionnels de Total Energy ne rapporterait que 200 millions d'euros. Vous avez dû être déçu en entendant le ministre de l'économie, non? Alors, ils font leur compte à eux. Par ailleurs, je le rappelle, parce qu'à chaque fois, il y a un énorme enfumage. Par exemple, là, sur ce qui est prévu, la taxe sur les super profits de Total, vous savez que ça n'est que, en fait, l'application d'une décision à l'échelle européenne Oui. de taxer les bénéfices au-dessus de la moyenne, pardon, quand vous prenez la moyenne des bénéfices de l'année précédente, vous prenez plus 20% et c'est encore au-dessus que vous taxez de 33%. Pour nous, tout ça est absolument Insuffisant. Insuffisant, tout à fait. Et l'on peut aller beaucoup plus loin. Nous voulons d'abord une taxation sur l'ensemble des entreprises, des grandes entreprises qui font des super profits, pas seulement de l'énergie, mais aussi, par exemple, le transport maritime. Et nous avons estimé que nous pouvions récupérer au moins 10 milliards d'euros par an. Et je peux vous dire que 10 milliards d'euros, eh bien, c'est autant d'argent dans les services publics, l'éducation, la santé, etc. Le cabinet de Deloitte dit 2 fois moins. Vous avez vu, 4 milliards et demi. Il y a une bataille de chiffres. Bien sûr, il y a une bataille de chiffres, mais vous savez, nous bossons avec des dizaines et des dizaines d'économistes de grandes institutions de France, certains évidemment, dont on ne peut pas dévoiler le nom, mais qui travaillent avec nous de toutes les grandes institutions françaises, Banque de France, Cour des comptes, etc. Nous bossons avec eux et nous bossons sur les modèles aussi de la Banque de France et sur toutes les statistiques économiques possibles et imaginables. Et donc, nos chiffrages ne sont pas du tout à la même estimation. Voilà. Ouais. Aurélie Trouvé, dans l'hémicycle, c'est excessivement houleux. J'ai noté ces propos du rapporteur du budget, Jean-René Cazeneuve, qui a invectivé la NUPES avec cette question. Au-delà de la question, c'est le sujet qui est derrière. Comment pouvez-vous haïr à ce point les entreprises au point de vouloir qu'elles disparaissent? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que la NUPES ne veut pas qu'une entreprise soit profitable? Ça vous pose un problème qu'une entreprise soit profitable? Nous voulons des entreprises profitables pour les salariés, pour les usagers, pour qu'ils ne payent pas trop cher. Vous voyez, quand les prix de l'énergie sont en train de flamber, alors que et ça ne devrait pas être le cas, voilà, nous sommes évidemment opposés à cela. Donc, oui, pour des entreprises profitables, pour qu'elles profitent aux salariés, aux usagers, pour qu'elles puissent aussi être profitables à la planète, c'est-à-dire qu'elles entreprennent une grande conversion écologique. Et pour ça, ça veut dire plus d'investissement. Et quand vous prenez la richesse créée par une entreprise, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait du versement au salaire, du versement aux investissements et du versement aux actionnaires. Il y a de plus en plus une partie de la richesse qui est versée aux actionnaires et de moins en moins à l'investissement et aux salariés. Nous disons qu'il faut inverser ça et que la richesse créée par les entreprises, elle doit aller bien davantage aux salariés et aux investissements de demain parce que nous avons besoin d'une grande bifurcation écologique de l'appareil productif. Ouais. Après, tout à l'heure, vous parliez de politique libérale ou néolibérale. Ce budget, il est austère pour vous. Certains vous diront que le déficit public attendu est de 5%. Alors, vous savez que dans la loi de programmation des finances publiques, ils veulent un déficit à 3% d'abord. Hein. Et alors, le problème aussi de ce qu'ils prévoient sur 5 ans, cette fameuse loi de programmation de finances publiques dont nous avons détricoté les articles clés en Assemblée nationale, puisque le gouvernement s'est retrouvé en minorité ces derniers jours, dans cette loi de programmation des finances publiques, donc déficit de 3%, mais aussi le problème, c'est qu'ils fixent, ils ont des hypothèses qui sont complètement irréalistes. Et là, je vous parle pour le coup, pardon, retrouver de 2023, pas de 2027, effectivement. Il va se passer beaucoup de choses d'ici là, ne serait-ce que pour le prochain budget, 5% de déficit public. On se dit, bon, ce n'est pas une politique budgétaire rigoriste, non? Alors, le problème, il n'est pas tant, nous ne voulons pas forcément plus de déficit public. Le problème, il est à qui profitent les dépenses publiques.
et à qui profite, disons, qui est mis à contribution pour les recettes publiques. Le problème, c'est qu'il y a encore de nouveaux cadeaux fiscaux importants faits aux très grandes entreprises avec Lesquels? la fameuse suppression de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui va bénéficier avant tout aux très grandes entreprises. À côté de ça, il n'y a pas de taxation des super profits. Pardon ? C'est 4 milliards d'euros 2023, plus 4 milliards 2024. Sur ces 4 milliards, quelle part va aux grandes entreprises et quelle part qui va aux plus petites? Alors, il y a à peu près 2/3 de la CVAE qui va aux 10 000 premières grandes entreprises. Voilà, aux 10 000 plus grandes entreprises. Donc, vous voyez bien que la CVAE est avant tout ciblée justement vers ces très grandes entreprises. Donc, nous disons qu'il y a un problème parce qu'il y a des nouveaux cadeaux fiscaux faits aux très grandes entreprises. Et à côté de ça, surtout, alors que le FMI, la Commission européenne, voilà, toutes les grandes institutions internationales aujourd'hui le recommandent, et pourtant, on a un gouvernement aujourd'hui qui refuse de taxer les super profits. Alors, on vient de gagner, vous avez vu cette nuit, un amendement pour ajouter justement une taxation sur les super dividendes. Oui. Et vous voyez bien que c'est nous qui sommes les plus responsables sur le plan budgétaire. Parce que nous, on dit qu'il faut aller chercher des recettes publiques supplémentaires. Et notamment chez les multinationales. Un petit mot de cet amendement MODEM. Un petit mot de cet amendement MODEM. Donc, c'est une surtaxation. Dites-moi, des dividendes. Oui, des super dividendes, c'est-à-dire des dividendes engrangés, disons, de manière exceptionnelle, et notamment dans les grandes entreprises qui ont bénéficié de cette forte hausse des prix. Alors donc ça, je vous racontais ça pour les recettes publiques, et puis pour les dépenses publiques, eh bien là, il y a aussi des soucis, parce que par contre, ce que nous critiquons, c'est le fait qu'il n'y ait pas de dépenses publiques clés dans des secteurs qui souffrent extrêmement de façon extrêmement importante. Je vais vous dire un exemple. Je vais vous donner un exemple parce que... on a un petit souci avec la connexion d'Aurélie Trouvé. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Une pression de plusieurs dizaines de postes à l'Office national des forêts. Non, on a un petit souci. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, on vous a perdu pendant 30 secondes, pardon. Pas de problème de connexion chez vous, manifestement. Redites-moi, pardon, vous me disiez quoi? Non, je disais donc que le problème, il est du côté du manque de recettes publiques, notamment pour aller en chercher dans les multinationales et les grandes entreprises. On les trouvait de Total Energy, CMA, CGM. Quelles sont ces boîtes pour vous qui font des super profits? Parce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a 3 grands secteurs, mais évidemment, on pourrait aussi prendre les géants céréaliers, etc. Mais les premiers grands secteurs, c'est vraiment l'énergie et le transport maritime. Mais il y a évidemment d'autres secteurs, notamment le secteur bancaire. Le prix du fret s'est retourné. Le prix du fret s'est largement retourné. C'est un sujet qu'on... Alors, excusez-moi, mais là, oui, mais attendez, nous, quand on dit une taxe des super profits, évidemment, si l'année d'après, vous faites des profits moindres par rapport à la moyenne de vos 10 dernières années, on ne viendra pas vous taxer sur ces super profits. Et là, en l'occurrence, il y a eu des méga profits sur les 2 dernières années au moins. Pour CMA, CGM, ça a été des milliards d'euros supplémentaires. La direction vous répondrait, c'est quoi la direction de CMA, CGM? Je ne suis pas à leur place, mais vous répondrez qu'ils ont eu des années de vache maigre ou même où ils perdaient de l'argent et personne n'est venu les aider. Il y a des cycles aussi. Non ? Bien sûr qu'il y a des cycles, ça fait partie des risques pris dans l'entreprise. Mais il y a des moments où des entreprises comme celle-ci profitent d'une hausse des prix dont les autres pâtissent et pas eux. Donc, il est logique d'aller chercher ces méga super profits qui sont réalisés grâce à une conjoncture économique dont les autres pâtissent. Donc, il me semble, et ce n'est pas qu'à moi, qu'il me semble logique d'aller chercher ces super profits. Je le dis, toutes les grandes institutions internationales recommandent aujourd'hui, dans la situation actuelle, de le faire. Alors ça, c'est pour le secteur de l'énergie et pour les secteurs du transport maritime. Il y a d'autres secteurs, par exemple le secteur bancaire, qui profite aussi de la conjoncture. Et dans un pays comme l'Espagne, par exemple, il y a aujourd'hui aussi une taxation des super profits bancaires. Donc, nous recommandons évidemment, et nous le ferons si nous gouvernons, la NUPES, d'avoir une taxation des super profits. Pour le secteur bancaire, ils viennent d'où les super profits? Parce que pour le coup, pour Total, on comprend évidemment la matière première, le pétrole, dont le cours augmente. Pour les banques, d'où ça vient les super profits alors que les taux d'intérêt étaient bas, même s'ils augmentent aujourd'hui? Justement, c'est notamment du fait de la hausse des coûts, des taux d'intérêt, aussi souvent réalisé grâce à une hausse
des frais, des tarifs bancaires appliqués aux clients. Et c'est sur à partir de ces raisons-là que l'Espagne voilà, a décidé d'appliquer cette taxation des superprofits sur le secteur bancaire, parce que ces superprofits sont une réalité, c'est-à-dire en fait, comment on calcule ces super profits? On fait une moyenne des années précédentes et on regarde l'évolution de l'année voilà, de l'année taxée. Et Et tout ce s'il qui y est a une au-delà très de... forte augmentation, eh bien, il y a cette C'est taxation. quoi forte C'est pour ça que augmentation? ce C'est 20 ou calcul, 30%, c'est ça, forte augmentation, pour vous? alors, Il y a des par paliers, ailleurs, hein. alors, ce que propose l'Union européenne, hein, c'est ça, elle prend la moyenne et ensuite elle va taxer tout ce qui est au-dessus des 20%, au-dessus de cette moyenne. Je ne sais pas si je suis claire. Si, pour moi, oui. Prend la moyenne, plus 20%, et ensuite on taxe. Voilà. Avant de se quitter, Aurélie Trouvé, juste une petite question. Bruno Le Maire promet aux députés un débat approfondi avant un potentiel 49-3. Est-ce qu'il est aujourd'hui inévitable, ce 49-3, pour vous, pour faire passer sans vote ce projet de budget? C'est surtout inacceptable. Voilà, on a aujourd'hui un gouvernement qui a décidé de ne pas demander la confiance à de l'Assemblée nationale, alors que nous avons été élus et que nous représentons du coup quelque part dans cette Assemblée nationale le vote voilà, de tous les citoyens qui se sont rendus aux urnes aux législatives. Un gouvernement qui ne demande pas la confiance. D'accord. Et donc aujourd'hui, ce gouvernement est minoritaire dans la société, minoritaire vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Donc un 49-3 ne serait que l'aveu de cette défiance que nous leur portons, mais nous pensons qu'on ne peut pas gouverner de cette façon parce que c'est vraiment le piétinement de la démocratie. Merci d'avoir été avec nous, Aurélie Trouvé, donc députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. La prochaine fois, vous venez nous voir en plateau, hein. Promis. Allez, Voilà. à bientôt. Au revoir. Au revoir.